passer du coup à la suite, et évidemment, donc la suite, vous l'aurez compris, je l'ai assez bien en intro, David l'a dit aussi tout à l'heure. On va parler du coup de Pauline Ferrand-Prévot, invulnérable, donc même isolée, de ses coéquipières. Pauline Ferrand-Prévot a maîtrisé, remporté même la dernière étape dimanche pour s'offrir donc le Tour de France féminin dès sa première participation. Donc voilà, après le titre de championne du monde sur route, de cyclocross, de VTT, de gravel, et maintenant donc vainqueur du Tour de France. Donc le palmarès est évidemment immense. Pour revenir un petit peu sur la course, ou même la semaine, 8 jours de course, je vais redonner du coup la parole à toi, David, parce que c'est toi qui avait commencé à en parler tout à Oui, ouais. l'heure. C'est quoi ces 8 jours? On est passé un petit peu bref, par beaucoup d'émotions. Il y a eu aussi il y a eu d'autres victoires françaises. C'était pas du tout la seule. Il y en a eu des autres. Ouais, non, c'est surtout là, sur cet angle-là que je voulais insister parce que moi j'ai entendu beaucoup les commentaires à chaud, c'est génial pour le cyclisme féminin, pour les sports féminins, pour les petites filles qui vont se projeter, etc. Ça crée un rôle modèle. Je suis OK avec ça, mais je trouve que c'est encore plus important pour le cyclisme français que pour le cyclisme féminin. C'est-à-dire que les Français sont tellement passés à côté dans le tour masculin que là, du coup, bah voilà, on a trouvé une star de cyclisme. C'est une femme, c'est Pauline Ferrand-Prévot. Non seulement elle a gagné ce Tour de France, mais elle l'a fait avec le panache qu'on aime à la française, entre guillemets, c'est-à-dire le fait d'attaquer alors qu'elle avait déjà gagné l'étape clé le samedi, elle a encore attaqué le dimanche la dernière étape alors que rien ne l'y obligeait pour finir sur une victoire et écraser complètement la concurrence. Donc c'est pas seulement une victoire, c'est une victoire spectaculaire avec panache, et voilà, c'est génial pour le cyclisme français. Et bon, je pense qu'elle a tué le game pour le titre de athlète féminine de l'année, tout sport confondu. On en reparle d'ici à l'année. Ah, c'est sûr, on va en reparler. D'ailleurs, on va aller un peu plus loin que ça tout à l'heure. Mais du coup, bref, juste avant ça, je vais avoir quand même les paroles de Nico, les sentiments de Nico. Qu'est-ce que tu en as Non, pensé? mais pour rebondir sur ce que disait David, je suis d'accord sur l'idée de la transversalité de la performance, parce qu'en fait, il faut quand même souligner que c'est la seule athlète, hommes et femmes confondus, à avoir détenu des titres mondiaux sur route, cyclocross, VTT, et voilà, il y a un Tour de France comme ça. Je pense que voilà, il n'y a aucun athlète français, cycliste français, hommes-femmes confondus, à avoir réalisé cette performance. Et voilà, il faut vraiment souligner ça aussi. Parce que oui, le rôle modèle, oui, c'est bien, c'est joli, tout ça, mais je pense que c'est pas seulement la question de genriser le truc et de se dire oui, il n'y a que des femmes, c'est vraiment le sport français qui en profite. Et tout sport confondu. On minimise, chaque fois, on dénigre le fait qu'on minimise une performance féminine, mais non, en ce sens-là, et encore plus. Parce que là, pour le coup, c'est une femme qui a tous les records français dans le cyclisme français. En plus, elle arrive sur un terrain qui n'est pas forcément le sien. Elle arrive sur un terrain qui n'est pas conquis, qui est le cyclisme sur route par étape, alors qu'elle était habituée aux efforts et pas sur route. Hein. Plus régulière de la saison. Plus habitué, oui, en vélo plus habituée. Et bon, elle espérait, elle s'est préparée pour, mais elle n'était pas du tout sûre de gagner ce Tour de France, Pauline Ferrand-Prévot. Pas du tout. Hein. Elle était la première surprise. Donc c'est un exploit extraordinaire. Tout à fait. On va, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va parler un petit peu du coup de sa place dans l'histoire du sport. Un petit peu, je vais juste dire, voilà, je vais rappeler ce que beaucoup ont dit donc sur elle. Je vais rappeler quelques
quelques petits verbatim bref, que j'ai notés. Emmanuel Macron qui a dit voilà, immense bravo, évidemment, icône du cyclisme français. Gianni Longo, pardon, Gianni Longo, qui est du coup la dernière femme française à avoir remporté le Tour de France. Hommes et femmes confondus, d'ailleurs, c'était elle la dernière, je crois, 89, il me semble, si je ne me trompe pas. C'était elle la dernière à l'avoir remporté. Directeur du Tour, donc, qui a dit voilà, sa victoire est historique par sa domination et sa polyvalence. Donc là, ça rappelle un petit peu ce qu'on a dit. Sa polyvalence est assez exemplaire, enfin, monstrueuse. Et Julien Jourdi, donc c'est pour ça que je l'ai noté, donc un consultant qui a dit Pauline, c'est Hinault plus Longo version 11e siècle. 11e siècle, pardon. Et donc voilà, donc j'avais envie du coup de revenir avec vous. Donc est-ce que c'est vraiment ça? Et même on va ouvrir un petit peu les frontières au-delà du cyclisme, évidemment. Comment on doit classer justement cette championne dont on a... Alors déjà, on va parler de cyclisme. Hein. Donc, Gianni Longo, elle a quand même remporté 3 fois le Tour de France féminin à l'époque. Ça s'appelait le Tour de France féminin. Maintenant, ça s'appelle le Tour de France femmes. Ça a changé de nom parce que c'est pas le même concept d'épreuve qu'à l'époque. Donc, 87, 88, 89. Et les 2 années précédentes, elle avait fait 2e du Tour de France féminin à Gianni Longo. Donc, bon, Gianni Longo, c'était juste une légende, et d'ailleurs c'est une légende vivante, c'est sur un autre monde. Tu fais maintenant la comparaison avec Gianni Longo, je vais la faire parce que j'avais noté plein de chiffres. Gianni Longo, donc c'est un titre olympique, c'est 2 médailles d'argent, 1 médaille de bronze. Tu l'as dit, c'est 13 championnats du monde. Enfin, non, tu parlais de championnat du Tour de France 3 fois, mais 13 fois championne du monde, 8 fois en argent, 5 fois en bronze. 62 championnats de France. 62 fois championne de France, ça c'est extraordinaire. 62 fois championne de France. Rien que ça. Et puis il faut le dire aussi, c'est surtout, enfin pas surtout, mais c'est une longévité, c'est n'importe quoi. Gianni Longo, c'est 30 ans au plus haut niveau, c'est-à-dire que de 79 à 2008, elle a des titres de championne de France. Elle est championne de France, du coup, pour la dernière fois en 2008, mais du coup, la première fois où elle est, c'est en 79, et donc il y a 30 ans, où elle a inscrit, je crois, c'est 20 fois, 20 et quelques fois son nom au palmarès. En 2021, donc elle avait 62 ans, elle est devenue championne du monde du contre-la-montre des 60 ans et plus. Je l'ai perdu. Enfin, il n'y a pas de mots. Mais non, bref, c'est colossal, on l'avait dit, c'est évidemment colossal. Donc, bref, tu as bien fait de parler de Gianni, évidemment. Comment, du coup, on doit la voir, justement, cette performance, cette année exceptionnelle, parce que au-delà de la performance, c'est l'année, en tout cas, ces dernières compétitions qui sont n'importe quoi, cette transition, justement, après les JO, où elle va sur route. Elle a remporté aussi le Paris-Roubaix, si je ne me trompe pas, c'est même sûr. Et donc bref, c'est n'importe quoi. Mais du coup, comment tu vois ça? Comment on fait pour la classer? C'est pas vraiment la classer, mais bref, la comparer à d'autres sportifs français, individuels surtout. Là, on parle surtout de sport individuel parce que c'est compliqué après d'aller sur le collectif, Nico. Moi, je pense que là, encore une fois, ce qu'il faut souligner, c'est sa capacité en fait à changer de discipline en fait, et d'arriver comme ça à passer du VTT au fait d'aller sur route aussi rapidement et d'arriver déjà à s'adapter et d'arriver à gagner aussi rapidement. Je pense qu'après, en termes de comparaison, là, quand on parle de Gianni Longo chez les femmes et de Bernard Hinault chez les hommes, on va vers quelque chose j'ai envie de dire de différent, parce que là, on a des hommes et femmes qui ont excellé sur route pendant 10, 15, 20 ans. Et je pense que, sans rien enlever à ce qu'elle a fait en VTT, parce que c'est tout simplement exceptionnel, je pense que si on veut la comparer et si elle veut s'asseoir à la table des plus grands au niveau du cyclisme sur route, je pense qu'elle a besoin de gagner plus de titres, évidemment. Mais bien sûr, ça n'enlève rien. Et moi, pour moi, le caractère, il est encore plus exceptionnel de gagner un Tour de France comme ça, en changeant de discipline, alors qu'elle n'est pas à la base spécialiste de la discipline. Je trouve que c'est ça qui est fort.
Et c'est ça qui démontre voilà, sa capacité d'adaptation aussi rapide. Et je pense que maintenant, ça laisse augurer vraiment un avenir radieux pour elle, parce que si elle continue à travailler et à mettre les bouchées doubles pour essayer d'aller chercher d'autres titres, et notamment des gros tours, bah, je pense qu'à ce moment-là, si elle arrive à gagner au moins 2, 3, 4 titres, 3 titres comme l'a fait Gianni Longo, bah, oui, elle pourra s'asseoir à sa table. Et évidemment que la longévité de Gianni Longo, elle ne sera pas égalée. Maintenant, elle peut vraiment aller chercher des records et essayer d'asseoir sa domination sur le cyclisme français déjà et sur le cyclisme mondial, pourquoi pas. Si elle arrive à enchaîner les performances, ça peut être vraiment très intéressant pour l'avenir du cyclisme français chez les femmes et tout confondu chez les hommes aussi. Évidemment, bah, vous l'aurez évidemment compris, le but là, c'était pas de faire un classement des sportifs et sportives françaises dans l'ordre soit d'importance, enfin peu importe, c'est pas du tout faire un classement, c'était plus bah, comment la classer, comment la juger, ses performances aussi, et je trouve ça super intéressant voilà, qu'est-ce qui est plus impressionnant. C'est pas une question voilà, de dire elle est meilleure ou elle est voilà, au-dessus, c'est plus qu'est-ce qui est plus impressionnant, par exemple, enfin on est en droit en tout cas de poser la question, qu'est-ce qui est plus impressionnant de gagner du coup en 2 disciplines et d'exceller dans 2 disciplines? Bon, pas tout à fait 2 disciplines, hein, ça reste du vélo évidemment, c'est pas comme si elle avait, je sais pas, gagné sur, je sais pas, en faisant de la voile, enfin j'en sais rien, mais bref, ça reste deux choses très différentes, hein, le VTT et le... Tu vois, par exemple, moi, si tu parles de ça, par exemple, on parle de disciplines différentes. Moi, je mettrais un petit peu le parallèle. C'est comme si on disait que Antoine Dupont a gagné des titres en 15 et en 7 en rugby, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, c'est cette idée de s'adapter soit avec un nombre d'adversaires différents, là c'est différent parce que on parle de sport collectif, et avec une notoriété plus importante parce qu'il s'agit d'Antoine Dupont et que le rugby est plus, on va dire, médiatisé que le cyclisme ou le VTT. Mais je pense que c'est plutôt, on peut faire comme ça ce parallèle avec des champions qui arrivent à s'adapter d'une discipline à l'autre et arriver à exceller dans 2 ou 3 disciplines et qui arrivent vraiment à se sublimer malgré le fait qu'ils ne soient pas spécialistes dans la nouvelle discipline qu'ils apprennent. Par exemple, voilà, bah, du coup, je vais reprendre un petit peu le cheminement. David, c'est quoi le plus impressionnant entre, donc, comme j'ai dit, 8 titres mondiaux en 4 disciplines différentes, dont un Tour de France, enfin, plus un Tour de France, pardon, pour Pauline Ferrand-Prévôt, ou par exemple, bah, les 11 titres mondiaux de Teddy Riner avec l'or olympique, évidemment, à multiples reprises. Non, bah, Martin Fourcade, pareil, 7 globes, 5 or olympiques, 13 titres mondiaux. Enfin, c'est quoi le plus impressionnant? Alors, je vais dévier sur un petit peu autre chose, mais ce qui différencie pour l'instant, alors où on se parle, Pauline Ferrand-Prévôt, des superstars que tu évoques, des Teddy Riner, des Martin Fourcade, des plus grands champions de l'histoire du sport français, c'est aussi son côté réservé. Donc ça, c'est un choix de sa part. Pauline Ferrand-Prévôt, bah là, elle a préparé son Tour de France, elle a refusé toutes les interviews, toutes les sollicitations de presse depuis des mois et des mois pour préparer son Tour de France. C'est très bien, elle l'a gagné, c'était la bonne stratégie. Mais si elle désire ardemment ne rester que dans la sphère sportive et ne pas du tout accéder au star system à aucun moment, si elle refuse d'assumer la notoriété qui peut aller avec son statut de superstar du sport, elle va jamais marquer l'histoire autant que les grands champions qu'on évoque spontanément quand on pense aux uns et aux autres. Pour le coup, ce serait peut-être un parallèle avec Bernard Hinault en termes d'humilité et de sobriété, et de rester concentré sur son sport et de refuser définitivement d'entrer dans le star system. Mais dans le monde de 2025, est-ce que c'est vraiment possible de marquer l'histoire du sport en refusant complètement de devenir une personnalité publique, ce qui est son cas. Justement, David, est-ce que tu la trouves sous-cotée médiatiquement ou est-ce que c'est elle-même qui se sous-cote un peu? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est elle-même qui refuse complètement de jouer le jeu des médias et de jouer le jeu. On l'a jamais vu dans une émission grand public de divertissement ou même un talk show grand public. Jamais. Elle reste dans une sphère sportive uniquement. Et puis comme juste pour préciser aux gens qui nous regardent, etc., ou qui vont nous écouter par la suite, on ne parle pas du tout en mal. Hein. Il n'y a aucun mal à non, c'est un choix. Voilà, il n'y a aucun mal. C'est juste un choix. Voilà. C'est un choix. Et après, si elle devient une légende du sport à la hauteur des Teddy Riner et autres,
en étant exclusivement dans la sphère sportive, en ne tenant jamais le jeu de devenir une personnalité publique, là, c'est vraiment qu'elle aura réalisé des exploits extraordinaires, parce que voilà, aujourd'hui, être championne olympique, championne du monde, championne de tout, mais refuser de devenir une personnalité publique. Ben, aujourd'hui, tu vas faire un sondage auprès des Français. On l'avait fait pour Women's Sports, au lancement de Women's Sports, il y a 9 ans maintenant, le temps passe vite. Quand on demande quel est votre sportif préféré, les gens répondaient encore Laure Manodou. Laure Manodou, elle a pris sa retraite depuis belle lurette, mais c'est dans l'inconscient collectif, elle reste la star du sport féminin française, loin devant toutes les autres. Et probablement qu'encore aujourd'hui, on ferait le même sondage, on aurait les mêmes réponses. Est-ce que Pauline Ferrand-Prévot va effacer Laure Manodou des mémoires? J'en suis pas sûr. Parce que Laure Manodou avait joué ce jeu d'accéder à une grande notoriété. Quelques autres l'ont fait un peu, moins. Marie-Jo Pérec, quelques autres. Les footballeuses restent dans leur sphère du... Récemment, on a eu Agbenenou quand même qui a... Voilà, un petit peu, voilà. Non, mais elle aussi, elle était quand même bien présente et tout ça. Donc... Et après, si on parle en plus de devenir une des plus grandes icônes du sport, hommes et femmes confondus, et de même plus parler de la plus grande sportive française, bah là, ça va être encore plus difficile si vraiment, va falloir qu'elle gagne 10 Tours de France d'affilée pour vraiment y arriver. Là, je pense que si elle atteint le seuil des 3 tours d'affilée de Jeannie Longo, bah là, ça deviendra peut-être la plus grande cycliste de l'histoire devant Jeannie Longo. C'est possible. Mais de là à devenir une superstar du sport, tout sport confondu, je pense qu'il va manquer cette dimension médiatique. Après, on parle de dimension médiatique. Je pense que j'ai envie de dire que malheureusement pour elle, il y a des sports aussi qui sont moins médiatisés que d'autres. Et ça, j'ai envie de dire que l'aura de Teddy Riner quand il gagne un titre olympique, il est beaucoup plus grand. Un mauvais exemple. Pauline Ferrand-Prévot gagne mauvais exemple. Le judo est un sport pas du tout médiatisé, mais Teddy Riner s'est fait un nom parce que c'est devenu une superstar dans son sport, puis dans le sport concours, puis dans la sphère... mais le judo a toujours eu quand même, regardez David Douillet par exemple, ou Thierry Rey, qui ont toujours eu aussi une grande aura. On va la voir. Les Français. Mais, je comprends. Moi, ce qui me... Je comprends. Je comprends. Non, mais je comprends. Sans dénigrer le VTT, attention, ce qu'elle a fait, c'est exceptionnel. Mais pour le coup, c'est ce que j'allais dire. Après, voilà. Si elle était restée dans le VTT et qu'elle avait continué à dominer... Enfin, le VTT est beaucoup moins populaire que le cyclisme sur route. Et par exemple, là, le Tour de France. Oui. Voilà, enfin, juste pour donner les chiffres, parce que du coup, j'ai allé chercher, etc. Le Tour de France femmes, donc avec Swift, ce nom, a attiré un nombre de records donc de 25,7 millions de téléspectateurs sur les antennes de France Télévisions. Ce qui exactement, c'est un sport médiatique. C'est justement, les cyclistes ont cette chance par rapport à d'autres sports que les épreuves féminines sont très médiatisées, mais vraiment très médiatisées à côté d'autres sports. Elles sont vraiment bien loties, les cyclistes, les grandes cyclistes internationales. Donc voilà, bref, ok, à voir. Mais du coup, je repose la même question parce que je la trouvais assez intéressante. Je te la pose à toi, Nico, cette fois, mais est-ce que sa polyvalence vaut plus qu'une domination unique dans un seul sport, dans une seule discipline, comme par exemple... Moi personnellement, je trouve que ça parle... Enfin, moi, je trouve quand même que cette capacité comme ça d'adaptation à un autre, enfin quasiment un autre sport, moi je trouve ça exceptionnel parce que c'est déjà très difficile de dominer sa propre discipline. Alors quand on arrive à exceller dans une autre discipline que sa propre spécialité, je trouve que ça donne un caractère encore plus spécial à la performance qu'on fait sur les deux disciplines en question. Et moi je suis assez fan de ça. De voir ces sportifs-là. On a l'impression que ce sont des sportifs qui ils pourraient se mettre dans n'importe quel sport, tout ce qui touche est en or. Et je faisais le parallèle avec Antoine Dupont, parce que j'ai eu la même impression avec Antoine Dupont quand il est passé à 7, et on croit que c'est facile, alors que c'est hyper difficile. Les automatismes ne sont pas du tout les mêmes, les réflexes, la préparation n'est pas du tout la même, physiquement, psychologiquement, enfin, l'approche n'est pas du tout la même. Ça reste du sport de haut niveau, mais
la façon dont on appréhende une épreuve ou une autre est pas du tout la même. Et moi, c'est ça que je trouve très fort dans ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est arrivée de façon express à s'adapter à une nouvelle discipline. Et moi, je trouve ça exceptionnel. Bien sûr, ça n'engage rien quand vous excellez dans une seule discipline. Ça reste quelque chose de grandiose, mais je trouve que là, il y a quand même une saveur particulière de pouvoir comme ça exceller sur deux disciplines différentes. C'est quand même, je trouve ça quand même, voilà, on peut lui tirer un grand coup de chapeau par rapport à ça aussi. Okay. Je vais terminer par ça. Non, j'aurais un autre tout petit truc juste après à dire par la suite, mais incroyable que voilà, il y a eu autant d'années d'absence pour le Tour de France féminin. Par exemple, quand on voit, juste, on faisait le parallèle tout à l'heure justement avec le fait que le cyclisme sur route soit un sport quand même assez médiatique. Qu'est-ce que ça donne si Pauline Ferrand, il y a 15 ans, il y a 20 ans, quand elle a commencé à monter sur son vélo, s'il y avait le sport, s'il y avait le Tour de France femmes et que n'avait jamais disparu quelque part, si c'était jamais arrêté, et qu'en fait, elle fait que du cyclisme sur route et qu'en fait, elle en enchaîne 4, 5, 6 des Tours de France femmes. Si elle, du coup, voilà, elle les enchaîne et ça dépend parce que le Tour de France féminin, s'il a été arrêté, c'est précisément parce qu'il y avait plus d'audience, il n'y avait plus d'intérêt économique à le faire de la part des organisateurs qui sont des organisateurs privés. Et donc, gagner des épreuves, gagner des titres dans des épreuves qui sont absolument pas médiatisées ou visibles, ça n'a pas de sens. Je vais te donner par exemple l'exemple de la squatcheuse française, comment s'appelle-t-elle? Tu vois, déjà on va avoir du mal à retrouver son nom. Elle a gagné plein de titres, mais dans une discipline qui est très peu médiatisée, quoi. Elle s'appelle, je vais te dire son nom. Camille Serme. Camille Serme, qui était une des meilleures joueuses de squash au monde, qui est une Française. Bon, là, je crois qu'elle est un peu sur la fin de sa carrière, mais voilà, quand tu gagnes des titres dans un sport qui est très peu médiatisé, tu restes dans l'anonymat, quoi. C'est ce que je comprends, mais là, on a encore une fois, je trouve que je suis pas sûr de l'exemple dans le sens où, ok, bref, le squash, mais le squash chez les garçons, c'est pas beaucoup mieux, quoi. C'est pas beaucoup mieux en termes de médiatisation. Là, encore une fois, si on avait eu à l'époque d'aujourd'hui, qu'on connaît aussi la mise en avant des sportifs, même pendant les JO, qu'on connaît, par exemple, je veux dire, on l'a dit là, Pauline Ferrand-Prévot et sa victoire, et en tout cas sur le Tour de France femme, là, il a fait 25 millions de personnes, enfin 25 millions de personnes qui ont regardé. Et, bon, moi, je me posais la question comme ça. Je me suis dit, bref, ça donne quoi? Ça en gagne. Non, mais là, je pense qu'elle est dans le bon timing, Pauline Ferrand-Prévot. Elle a gagné un titre olympique à Paris, donc les Jeux de Paris, qui est vraiment du coup, son nom est associé à cette magie qui était les Jeux Olympiques de Paris, que tout le monde a adoré. Et elle remporte le Tour de France Femmes au moment où il a son pic de visibilité, de médiatisation, avec une diffusion des épreuves en direct tous les jours, ce qui n'était pas le cas des précédentes éditions. Hein. Et en plus, pile dans la foulée du Tour de France masculin. Donc, parce qu'on se souvient que dans l'histoire du Tour de France féminin, il y a eu pendant quelques années le Tour de France masculin et féminin disputés en même temps. Et ça, c'était une galère logistique et ASO a laissé tomber. Et ensuite, ils ont laissé tomber complètement le Tour de France féminin, même séparé pour des raisons d'audience et de rentabilité. Mais du coup, là, quelque part, on est presque revenu à l'âge d'or du cyclisme féminin avec un Tour de France féminin collé au Tour de France masculin et avec une très grosse visibilité médiatique et notamment diffusion en direct sur la France Télévisions. Donc, elle est dans le bon timing politique pour une Ferrand-Prévot là pour devenir vraiment une superstar. Mais je crois qu'elle n'en a pas vraiment envie de devenir une superstar. Et ça va peut-être être un frein à son histoire perso. Avec ce qu'on a dit là. Ok, très bien. Bref, donc pour conclure, et je vais conclure là-dessus, donc Pauline Ferrand-Prévot est devenue la 5e cycliste de l'histoire à remporter, donc je l'ai dit tout à l'heure, mais le Paris-Roubaix et Tour de France dans la même année, et seuls donc 4 hommes l'ont fait avant elle. Il y a eu Bernard Hinault,
Il y a eu Louis Trousselier, il y a eu Octave Lapide, il y a eu donc Eddy Merckx, et voilà. Donc voilà la liste, elle est assez courte. Et donc la dernière fois où ça a été fait, c'était du coup de 81 avec Bernard Hinault, justement. Et donc c'est une performance, juste pour terminer là-dessus, parce que c'est une performance après laquelle court toujours Tadej Pogacar, pardon, par exemple. Enfin voilà, c'est pas quelque chose de commun. J'ai envie de dire, c'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps. Donc, bref. Ok, très bien. Écoutez, c'est parfait. On va pouvoir passer à la suite. Il y a juste une chose qu'on n'a pas précisé, mais alors ça, c'est pas sur, par rapport au cyclisme, c'est on parlait de légende avec Gianni Longo. Et je voulais juste, en fait, ça fera une petite transition avec le foot. On n'a pas souligné en fait la victoire de Marta, la victoire du Brésil en Copa América féminine. Marta, qui a 39 ans, a mis le but de l'égalisation avant la prolongation à 2-2 contre la Colombie, qui avait presque touché pour la première fois le trophée de la Copa América, qu'il n'a jamais remporté, la Colombie. Et Marta a donc égalisé. Finalement, le Brésil a remporté la coupe pour la 9e fois de son histoire, 5-4 au tir au but. Et c'est juste pour souligner